Le procès de Thomas Lubanga a continué cette semaine avec la déposition du témoin anonyme 05, cité par la défense, et le témoin anonyme 015, cité par le bureau du procureur. Ce premier procès de l'histoire de la Cour pénale internationale s'est ouvert le 26 janvier 2009 devant la Chambre de première instance 1, qui se compose des juges Adrian Fulford, juge président, Elisabeth Odio Benito et René Blattman. Thomas Lubanga Dilo, qui est la première personne remise à la Cour depuis sa création, est accusé d'avoir commis, en tant que coauteur, les crimes de guerre suivants: avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans les Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, et les avoir fait participer activement à des hostilités en Ituri, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo, de septembre 2002 à août 2003. Le bureau du procureur a terminé la présentation de ses moyens dans cette affaire en juillet 2009. Pendant les audiences, le bureau du procureur a cité 28 témoins à comparaître, dont 8 anciens enfants soldats et 3 experts. 2 experts ont été cités à comparaître par la Chambre. Les procédures ont duré 74 jours sur une période de 22 semaines de procès. La présentation des moyens de preuve de la défense a commencé le 29 janvier 2010. La défense de Thomas Lubanga Dilo a déclaré avoir l'intention d'appeler 16 témoins. Le témoin 5 est le 10e témoin cité par la défense. Sa déposition s'est passée en audience à huis clos. Le prochain témoin 015 avait commencé son témoignage le 16 juin 2009 en tant que témoin à charge, cité par le bureau du procureur. À l'époque, cette audience avait commencé en audience à huis clos partielle. Pendant l'audience publique, le juge président Adrian Fulford a expliqué à l'intention du public que, pendant la session à huis clos partielle, le témoin a déclaré avoir fourni aux enquêteurs du bureau du procureur une fausse identité et une fausse déclaration. Et je vais donner lecture de la dernière question et réponse qu'il a donnée, où il a expliqué la véritable situation. Je crois que cela part à partir de la page 6, ligne 16 de la transcription en anglais. La question posée par la Chambre était la suivante, je cite: « Je vais encore une fois vous interrompre. Êtes-vous par conséquent en train de nous dire à présent que votre déclaration de témoin ne reflète pas la vérité, la réalité des faits, parce qu'on vous a amené à dire des choses qui ne correspondaient pas à la vérité et qui n'étaient donc pas précises ?» Réponse donnée par le témoin: oui, c'est exactement la situation. Après avoir entendu les arguments de la défense et de l'accusation, la Chambre avait décidé qu'une autre déclaration soit consignée dans laquelle le témoin 015 dira d'après lui ce qui correspondait à la vérité. La Chambre a ainsi déclaré le témoin hostile et a ordonné qu'il soit rappelé à la Cour en tant que témoin du bureau du procureur afin que ce dernier procède au contre-interrogatoire ainsi que la défense. Toujours protégé et assisté par un psychologue, le témoin a fait sa déposition cette semaine. Interrogé par Nicole Sanson, substitut du procureur, le témoin a insisté à avoir donné aux enquêteurs du bureau du procureur des fausses déclarations. Sir, if you could look at the bottom right hand. Regardez en bas à droite de cette déclaration. Est-ce que c'est votre signature? Oui. And sir, what you've told Et ce que the vous avez court dit à la Cour, c'est que certaines de ces déclarations sont vraies, certaines de ces déclarations ne sont pas vraies. C'est cela? J'ai dit que dans cette déclaration, il y a des vérités et des mensonges. J'ai dit, par exemple, que j'ai été quelque part alors que je n'étais pas là, que j'ai vu certaines choses que je n'avais pas vues. J'ai accepté certaines choses pendant l'entrevue alors que je n'en avais pas été témoin. For instance, sir, Par exemple, monsieur, vous avez passé un certain temps à nous parler dans le détail des enquêteurs qui étaient au camp de Montreux, mais vous n'avez jamais été là-bas. Je n'ai jamais participé à une formation militaire
de l'UPC. En fait, vous n'avez jamais dit que vous avez participé à une formation militaire. Vous avez dit aux éducateurs que vous étiez allé au camp de formation de Mandro. Je n'ai pas dit que j'étais au camp. J'ai dit que j'étais à Mandro. Je n'ai pas dit que j'étais au camp de Mandro. Mandro, c'est mon village d'origine et je m'y rends souvent. Mais même si je connais où se trouvait le camp de Mandro, je n'y ai jamais été pour quoi que ce soit. Je savais simplement qu'il y avait des copains à moi, mais personnellement, je ne suis jamais allé faire une formation militaire à Mandro. And sir, you Vous were étiez donc avec les enquêteurs lorsque vous avez donné tous ces détails qui, selon vous, à présent, ne sont pas la vérité. Chaque fois que je rencontrais les enquêteurs, j'avais un intermédiaire qui venait me voir à l'hôtel. Il me disait tout ce que je dois dire. Bien qu'il me disait tout ce que je dois dire, c'est pas lui qui se présentait devant les enquêteurs. En fait, il me donnait l'idée générale et je pouvais ajouter d'autres détails. Je pouvais aussi ajouter d'autres idées. Je rencontrais les enquêteurs chaque matin et avant de rencontrer les enquêteurs, je rencontrais d'abord les intermédiaires des enquêteurs. so, sir. Monsieur, is it est-il correct donc then juste que, à part votre nom, le contenu de cette deuxième déposition est bien vrai, était vrai au moment où vous avez fait cette déclaration aux enquêteurs? Voici ce que j'ai dit à propos de cette déclaration. On s'est référé à certains détails de ma déclaration de 2005 et on m'a demandé de fournir des détails. Et je crois que j'ai dû spéculer par rapport à mes déclarations antérieures. En fait, c'était une sorte de répétition de ce que j'avais dit. Et pour la deuxième déclaration, c'est comme si l'enquêteur avait quelques doutes par rapport à mes déclarations anciennes et il m'a demandé de clarifier cela. Et si vous écoutez l'enregistrement, vous vous rendrez compte que cette déclaration est conforme à la vérité. Marc Dessalier, conseil de la défense, a ensuite contre-interrogé le témoin. Le témoin a déclaré avoir refusé de parler aux enquêteurs du bureau du procureur, mais, convaincu par l'intermédiaire, dont l'identité est inconnue du public, il finit par accepter. Hier, vous avez mentionné la chose suivante au propos des motivations de l'intermédiaire. Alors, il m'a donné 100 $, et puis j'ai raisonné, et dans ma conscience, je me suis dit, en tout cas, c'était un peu drôle parce que l'intermédiaire, il était vraiment tellement sans motivation, c'était de l'argent, c'était, vous savez, il avait peut-être d'autres motifs. Et j'arrête la citation. J'aimerais comprendre ce que vous avez dit hier. Est-ce que c'est votre témoignage que l'argent était une des motivations de l'intermédiaire? Je pense que l'argent était sa deuxième motivation. C'est ce que je pense et ça n'engage que moi-même. Parce que si vous réfléchissez très bien et en considérant ce dont il parlait, c'était difficile parce que ce n'est pas les dollars qui pouvaient changer la vie de l'intermédiaire. Je pense qu'il avait un acharnement quelconque. Ce n'est pas possible de prendre quelqu'un en otage pour lui dire de dire ceci ou cela. Donc, il me prenait en otage et il portait un certain nombre d'accusations.
l'intermédiaire savait très bien que je suis Emma et il portait de fausses accusations contre les Emma. Si aujourd'hui je dis que tout ce qu'il m'a fait m'a en quelque sorte perdu. Aujourd'hui, beaucoup de familles souffrent de cette situation. Lui, il est plus intellectuel que moi, il est plus âgé que moi, il a toutes les qualités requises, sauf celle de dire la vérité. C'était des questions qui vous étaient posées par la représentante du bureau du procureur. Ça se trouve à la page 49 de la transcription française, ligne 15 et suivante. La question était, Monsieur, ne savez-vous pas si d'autres personnes ont raconté des histoires au bureau du procureur? Votre réponse, moi je ne peux pas répondre à cette question parce que si je réponds, parce qu'ils m'ont demandé l'année dernière et j'ai refusé de répondre à cette question parce que, mais maintenant je crois que je peux parce que c'est une question délicate. J'aurais pu y répondre avant, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Fin de la citation. Donc, je vous repose la question, Monsieur le témoin. Est-ce que vous savez si d'autres personnes ont raconté des histoires au bureau du procureur? J'ai refusé de répondre à cette question l'année passée parce que j'avais une inquiétude. C'est une question qui me mettait mal à l'aise. J'ai eu peur d'y répondre parce que je craignais d'être emprisonné. Mais en fait, il faut dire la vérité parce que si je dis la vérité, cela aide à toutes les parties d'en savoir davantage. Moi, je connais des gens, des enfants qui étaient impliqués dans cette histoire. Le procès continue le lundi 22 mars 2010 avec la suite de la déposition du témoin 015.